Un Honda CR-V de 2007 a franchi le cap du million de miles avec son moteur 4 cylindres d'origine. Pendant ce temps, des Chevy Silverado flambant neufs arrivaient chez les concessionnaires avec des moteurs V8 qui tombaient en panne avant la première vidange, et General Motors n'arrivait pas à produire des moteurs de remplacement assez vite pour répondre à la demande. Mais cette histoire n'est pas une question de chance ou de négligence. Elle remonte à 80 ans, à un homme dans un atelier japonais bombardé qui croyait qu'un moteur ne devrait jamais donner à son propriétaire une raison de perdre confiance. Alors comment cette conviction a-t-elle produit des moteurs qui surpassent en longévité des V8 américains 3 fois plus gros? On était en 1946 et Soichiro Honda fouillait dans des surplus d'équipements militaires à Hamamatsu, au Japon. Le pays était en ruine, le carburant était rationné. Le gouvernement d'occupation allié à Tokyo avait interdit la fabrication de motos et limité la production automobile japonaise à peine 1000 unités par an. Honda se concentrait sur la recherche de moteurs. Et il en trouva. Des moteurs de génératrices radio de surplus, petits et rudimentaires, construits à l'origine pour l'armée impériale japonaise. Honda en boulonna un sur un cadre de vélo, créant un engin motorisé que les habitants surnommèrent la cheminée à cause de la quantité de fumée qu'il produisait. L'engin était laid et bruyant, mais il déplaçait les gens d'un endroit à un autre quand rien d'autre ne le pouvait. En 18 mois, 500 moteurs de surplus avaient disparu, absorbés par la demande d'une population désespérée de se déplacer. Alors Honda construisit son propre moteur, le Type A, en 1947. Et le 24 septembre 1948, avec exactement 34 employés dans une petite usine de Hamamatsu, il fonda la Honda Motor Company. L'objectif qu'il communiqua à ses 34 ouvriers Honda était direct: construire des moteurs qui durent, les construire si bien que les gens qui en dépendent n'aient jamais une raison de chercher ailleurs. Cette philosophie semble simple, mais ce qu'elle a exigé des ingénieurs Honda au cours des 8 décennies suivantes est tout sauf simple. Et la réponse à la question de pourquoi leurs moteurs survivent plus longtemps que les V8 américains commence sur un circuit de course. Soichiro Honda n'était pas seulement un ingénieur. C'était un pilote. Il commença à construire et à piloter des voitures de course dès la vingtaine, s'écrasant assez gravement lors d'une épreuve pour que sa femme le supplie d'arrêter, selon certains récits. Il n'arrêta pas. Cette obsession de la compétition façonna tout ce que son entreprise allait devenir. Au début des années 1960, les motos Honda dominaient le Isle of Man TT, un circuit tracé à travers les montagnes et les villages d'une petite île dans la mer d'Irlande, où les pilotes atteignaient des vitesses moyennes qui tuaient régulièrement des concurrents. Le circuit ne pardonnait pas les défaillances mécaniques et les leçons apprises sur ces routes allèrent directement dans les moteurs de série. La course vous apprend une chose par-dessus tout. Un moteur qui casse est un moteur qui perd. La vitesse ne signifie rien si le vilebrequin de votre moteur de course lâche au 42e tour. Alors les ingénieurs Honda développèrent une philosophie de conception que les autres constructeurs ne partageaient tout simplement pas. Ils construisaient des moteurs pour survivre d'abord à un stress extrême, puis trouvaient comment les rendre plus rapides dans ces marges. La précision requise pour maintenir en vie un petit moteur de moto à 12 000 tours par minute sur un circuit de montagne devint la même précision utilisée dans chaque Civic et chaque Accord, qui sortait de la chaîne de montage Honda à Marysville, dans l'Ohio. Ce n'était pas comme ça que Detroit fonctionnait. Les ingénieurs américains des V8 avaient une équation différente. Partir d'un bloc de grosse cylindrée, utiliser un système de soupape à tige poussoir simple pour réduire les coûts, et si le moteur a besoin de plus de puissance, le faire plus gros. Cette approche était efficace, abordable et profondément ancrée dans la culture automobile américaine, mais elle optimisait quelque chose de différent de ce que Honda recherchait. Honda recherchait la durabilité par la précision. Detroit recherchait la puissance par le volume. En 1970, le Congrès des États-Unis adopta le Clean Air Act, imposant de nouvelles normes strictes d'émissions polluantes que chaque constructeur devait respecter d'ici 1975. Les trois grands se bousculèrent. Respecter ces normes impliquait d'ajouter des pots catalytiques, de passer à l'essence sans plomb et d'étouffer leurs moteurs de grosse cylindrée avec des équipements anti-pollution qui sapaient les performances. Le processus s'avéra coûteux, compliqué et profondément impopulaire auprès des ingénieurs
qui avaient passé leur carrière à construire de gros V8. Honda prit un chemin entièrement différent. En février 1971, Soichiro Honda tint une conférence de presse au siège de la Fédération des organisations économiques à Tokyo et fit une annonce que l'industrie automobile américaine considérait impossible. Il affirma que ses ingénieurs avaient développé un moteur à piston capable de respecter les normes d'émission de l'EPA de 1975 sans aucun pot catalytique. Le moteur s'appelait le CVCC, ce qui signifiait Compound Vortex Controlled Combustion. Il utilisait une petite chambre de précombustion dans la culasse pour enflammer un mélange riche, qui allumait ensuite un mélange beaucoup plus pauvre dans la chambre principale. Le résultat était une combustion plus propre et plus complète, produisant bien moins de polluants que tout ce qui sortait des laboratoires moteurs de Détroit. Les constructeurs américains avaient leurs propres ingénieurs travaillant sur le problème, et chacun d'entre eux avait conclu que les pots catalytiques étaient la seule voie possible. L'affirmation de Honda, selon laquelle une petite entreprise japonaise pouvait résoudre le problème par la seule conception de la combustion, parut à beaucoup dans l'industrie, au mieux naïve. Et voici le détail qui stupéfie encore les ingénieurs aujourd'hui. En décembre 1972, quand l'EPA testa le moteur CVCC dans son installation à Ann Arbor, dans le Michigan, Honda n'avait même pas de voiture pour l'installer. Les testeurs fédéraux montèrent le moteur Honda dans une Nissan Sunny pour l'essai d'émission. Il réussit le test. Ce Honda CVCC devint le premier moteur au monde à satisfaire les futures normes de 1975. La Civic CVCC arriva dans les concessions américaines en 1975 en plein milieu de l'embargo pétrolier de l'OPEC. Les prix de l'essence avaient flambé. Les files d'attente aux stations-service s'étendaient sur des pâtés de maisons à travers les villes américaines, et Honda vendait une petite voiture efficace qui faisait 41 miles au gallon sur autoroute, pouvait brûler n'importe quel grade d'essence, y compris le plombé, et n'avait pas besoin de pot catalytique. L'EPA utilisa le Civic CVCC comme véhicule de référence pour tester le travail des autres constructeurs pendant des années. Motor Trend la nomma voiture de l'année en 1974 et les ventes de Honda aux États-Unis plus que doublèrent comme conséquence directe de la technologie CVCC. Pendant ce temps, des constructeurs américains vinrent vers Honda pour obtenir une licence sur les brevets de combustion CVCC. Ils n'arrivaient pas à adapter la technologie à leur gamme de moteurs plus gros. Honda accepta poliment, puis passa au problème suivant. Ce qui se passa ensuite sur le circuit de Formule 1 allait changer la trajectoire de la conception moteur dans le monde entier. Au milieu des années 1980, Honda était revenu en Formule 1 comme motoriste et ce qu'ils livrèrent n'était pas simplement compétitif, c'était dominant d'une manière que la Formule 1 n'avait jamais vue. La McLaren Honda MP44 de 1988, propulsée par le R-A168A Turbo V6, produisant environ 685 chevaux, remporta 15 courses sur 16 cette saison-là. Ayrton Senna décrocha le championnat pilote. Le pourcentage de victoire de l'équipe, 93,8%, reste encore aujourd'hui le plus élevé de l'histoire de la Formule 1. Les moteurs Honda propulsèrent 6 titres consécutifs de constructeurs de 1986 à 1991, d'abord avec Williams, puis avec McLaren, et chaque avancée découverte sur circuit revint dans la chaîne de production. Les revêtements internes à faible friction développés pour la Formule 1 trouvèrent leur chemin dans la corde. Des bielles en acier forgé, testées à des vitesses de course, apparurent dans la Civic. Les techniques d'usinage de précision, qui maintenaient en vie un V6 turbo à 800 chevaux, devinrent la base de moteurs conçus pour durer 300 000 miles dans la circulation de banlieue. Alors quel rapport entre un moteur turbo de Formule 1 et la Honda Civic garée dans l'allée de votre voisin? Tout. C'est le lien qui distingue Honda de presque tous les autres constructeurs. Le programme de course de Honda fonctionnait comme un laboratoire de recherche déguisé en compétition. Et chaque solution découverte en conditions de course finissait par se retrouver dans les voitures que les gens ordinaires conduisent pour aller travailler. En 1989, Honda introduisit une technologie qui allait définir son identité moteur pour les 4 décennies suivantes. Le VTEC,
ou contrôle électronique du calage et de la levée variable des soupapes, permettait à un seul moteur de se comporter comme deux groupes motopropulseurs complètement différents. À bas régime, les soupapes fonctionnaient de manière conservative pour l'efficacité énergétique et une conduite urbaine souple. Au-dessus d'un seuil spécifique de tours par minute, un deuxième profil de cam sur l'arbre à cam VTEC Honda s'engageait, ouvrant les soupapes plus largement et les maintenant ouvertes plus longtemps pour un débit d'air et des performances maximales. L'ingénierie derrière le VTEC exigeait un niveau de précision que la plupart des usines ne pouvaient atteindre. Honda développa des outils d'usinage propriétaires pour obtenir des tolérances au micron sur les composants internes, un outillage si spécialisé que des ingénieurs visiteurs d'autres constructeurs auraient demandé à voir l'équipement, avant de croire que les spécifications étaient réelles. Les ingénieurs Honda utilisèrent des arbres d'équilibrage secondaires de haute précision à l'intérieur du bloc moteur qui éliminaient virtuellement les vibrations. Les surfaces d'alésage des cylindres dans les usines Honda de Sayama et de Anna, dans l'Ohio, étaient rodées selon des spécifications que la plupart des usines de moteurs américaines ne pouvaient pas reproduire à l'époque. Chaque composant était conçu pour fonctionner de manière fiable à des vitesses de rotation qui auraient causé une défaillance mécanique dans de nombreux moteurs concurrents, y compris plusieurs conceptions V8 américaines utilisant des composants internes plus lourds et moins précis. Cette obsession des tolérances explique quelque chose que les observateurs occasionnels ratent souvent à propos des moteurs Honda. Ils ne sont pas seulement fiables parce qu'ils sont bien fabriqués, ils sont fiables parce qu'ils ont été conçus dès le départ pour endurer les conditions les plus extrêmes qu'un moteur puisse affronter, puis calibrés pour fonctionner à une fraction de ce stress dans la conduite quotidienne. Un moteur Honda de véhicule de tous les jours fonctionne bien en deçà des limites que ses composants ont été conçus pour supporter. Cette marge entre la capacité maximale et l'utilisation quotidienne sur les autoroutes américaines est l'endroit où vit la longévité d'un moteur. Mais voici le détail que tout le monde a raté à l'époque où Honda développait le VTEC. La même approche qui faisait tourner ses moteurs à 9000 tours par minute les rendait aussi pratiquement indestructibles à 3000 tours par minute dans la circulation urbaine. Et la preuve de cela n'apparut pleinement qu'au siècle suivant avec une plateforme moteur qui réécrivit les records, la série K. Honda lança la plateforme moteur série K en 2001 et 25 ans plus tard, elle reste en production avec seulement des mises à jour incrémentales. L'architecture est élégante dans sa simplicité. Un bloc en aluminium moulé sous pression maintient le poids bas tout en offrant une excellente efficacité thermique. Des chemises de cylindres en fonte gèrent la chaleur et l'usure mieux que la plupart des alternatives modernes pour une fraction du coût. L'ensemble rotatif, y compris le vilebrequin, est forgé plutôt que moulé, ce qui le rend plus résistant et plus endurant face à la fatigue du métal sur des centaines de milliers de cycles. La série K utilise une chaîne de distribution au lieu d'une courroie de distribution, éliminant l'un des éléments d'entretien périodique les plus courants qui affligent les moteurs concurrents. Les taux de compression restent modérés, les marges de conception demeurent conservatrices, et le système iVTEC gère le calage des soupapes avec une précision qui équilibre performance et efficacité sans pousser aucun composant près de son seuil de rupture. Le résultat est un moteur qui refuse de rendre l'âme. Les forums de passionnés et les communautés de propriétaires regorgent de cas documentés de moteurs série K dépassant les 300 000 miles, avec rien de plus que des vidanges et des appoints de liquide de refroidissement. Mais les histoires vraiment extraordinaires vont beaucoup plus loin. Un Honda CR-V de 2007 aurait franchi 1 million de miles avec son moteur K24 d'origine. Une Civic Psy de 8e génération a approché le million de miles avec son groupe motopropulseur d'origine, et une vidéo montrant le moteur démarrant sans problème après 3 ans d'immobilisation a largement circulé en ligne. Ce ne sont pas des résultats de laboratoire, ce sont des résultats du monde réel, obtenus par des conducteurs ordinaires qui ont suivi un programme d'entretien basique. Et ils expliquent pourquoi la série K est devenue l'une des plateformes d'échange moteur les plus populaires au monde. Des mécaniciens et des préparateurs récupèrent des moteurs série K dans des accords de casse automobile et les installent dans tout, des Miata de journée-circuit au Porsche 911. Un propriétaire a même installé un moteur K dans une Ferrari 308. Le raisonnement était simple.
Pourquoi installer un moteur fragile et coûteux quand un 4 cylindres Honda fera une puissance comparable et tournera pendant une décennie sans se plaindre? Si vous trouvez ce contenu utile, abonnez-vous. Nous couvrons chaque semaine les décisions d'ingénierie qui définissent l'histoire automobile. Maintenant, comparez ce bilan avec ce qui se passe chez General Motors depuis plusieurs années. Parce que l'écart entre ces deux familles de moteurs ne se résume pas au kilométrage. Il s'agit de ce que chaque entreprise a choisi de prioriser quand les décisions de conception ont été prises. Le GM Small Block 5,8 est l'une des familles de moteurs les plus importantes de l'histoire automobile. Il a débuté en 1955 et a évolué sur 6 générations, propulsant des Corvettes, des Camaro, des Silverado et des Suburban pendant 7 décennies. La conception à tige poussoir est simple, compacte et remarquablement rentable à fabriquer. À bien des égards, c'est une pièce d'ingénierie brillante. Mais à partir d'environ 2007, GM introduisit une fonctionnalité appelée Active Fuel Management, ou AFM, conçue pour améliorer la consommation en désactivant 4 des 8 cylindres sous faible charge. Le système reposait sur des poussoirs hydrauliques spécialisés qui pouvaient s'affaisser sur commande pour désactiver leurs cylindres respectifs. En théorie, cela économisait 1 mile ou 2 par gallon sur autoroute. En pratique, cela introduisit une complexité mécanique que le système de distribution n'avait jamais été conçu pour gérer correctement. Les poussoirs AFM commencèrent à lâcher sur toute la gamme de camions et de SUV de GM. Les propriétaires signalèrent des poussoirs affaissés qui désactivaient définitivement des cylindres, parfois accompagnés d'un bruit de cliquetis qui dégénérait en un cognement moteur complet en quelques semaines. Des tiges poussoirs tordues suivirent, des lobes d'arbres à cames endommagés s'usèrent jusqu'à disparaître, des ratés d'allumage apparurent à des kilométrages alarmants. Les techniciens de concession décrivirent des pannes survenant sur des camions avec des compteurs kilométriques à 4 chiffres. Parfois, dans les mois suivant l'achat, un propriétaire de Chevy Tahoe rapporta un moteur 6,2 litres, bloqué seulement 4 mois après avoir acheté le véhicule neuf. Les moteurs 5,3 litres L84 et 6,2 litres L87 que l'on trouvait dans les Silverado, les Sierra, les Tahoe, les Suburban, les Yukon et les Escalade devinrent les principaux sujets de plainte s'étalant sur les années modèles de 2019 et au-delà. Des recours collectifs furent déposés. GM Autorité, une publication indépendante de passionnés, rapporta que des concessions avaient plusieurs camions en attente de moteurs de remplacement, avec des délais dépassant 1 mois. Les propriétaires commencèrent à acheter des kites de suppression de l'AFM après vente chez Semi Tracing et à les faire installer par des mécaniciens indépendants, désactivant effectivement le système d'économie de carburant pour prévenir les pannes mêmes qu'ils causaient. La réponse de GM fut révélatrice. Des bulletins de service de General Motors recommandaient de passer à une huile de viscosité plus élevée pour maintenir une épaisseur de film correcte sous le stress créé par le système AFM. Et en 2026, GM annonça une refonte complète de 6e génération du Small Block V8, une architecture entièrement nouvelle destinée à résoudre le problème à la base. La société reconnut que pratiquement rien du moteur actuel ne serait conservé dans la nouvelle conception. Réfléchissez une seconde à ce que cela signifie. GM a construit la famille de V8, la plus emblématique de l'histoire américaine, a conservé essentiellement la même architecture de base pendant 7 décennies, puis a dû tout abandonner parce qu'une fonctionnalité d'économie de carburant qu'ils avaient boulonnée dessus détruisait les moteurs de l'intérieur. L'ironie n'échappe pas aux propriétaires de camions qui attendent encore des moteurs de remplacement chez leur concessionnaire Chevrolet. Ce qui vient ensuite est la partie qui n'a toujours pas de sens pour beaucoup de gens. Parce que sur le papier, ces deux traditions de moteurs ne devraient pas produire des résultats aussi radicalement différents. Ce n'est pas une histoire où une entreprise serait bonne et l'autre mauvaise. Honda, comme la tradition américaine du V8, ont produit des moteurs qui ont défini leur époque. Le Chevrolet Small Block a donné à l'Amérique la Corvette, la Camaro et le pick-up qui a bâti les banlieues. Honda a donné au monde la Civic, l'Accord et une plateforme moteur capable de franchir le 1 million de miles avec ses composants internes d'origine. Mais les philosophies derrière ces moteurs révèlent tout sur les raisons pour lesquelles leurs résultats à long terme diffèrent de manière si spectaculaire. Les ingénieurs Honda commencent par la durabilité.
Ils conçoivent des composants pour survivre à des conditions bien au-delà de ce que n'importe quelle voiture de route rencontrera jamais, puis calibrent le moteur pour fonctionner bien en deçà de ses limites. La marge entre ce que le moteur Honda peut faire et ce qu'on lui demande de faire dans un trajet quotidien est énorme. Chaque piston, chaque coussinet, chaque ressort de soupape dans un moteur série K a été testé à des charges bien supérieures à ce qu'un trajet pour faire les courses en banlieue exigera jamais. Cette marge explique pourquoi un K24 dans un CR-V de tous les jours peut atteindre 300 000 miles sans reconstruction, et pourquoi les mécaniciens qui ouvrent des moteurs Honda à fort kilométrage trouvent régulièrement des composants internes qui ont encore l'air pratiquement neufs. La tradition américaine du V8 part d'une question différente. Combien de puissance ce moteur peut-il produire et à quel coût pouvons-nous le fabriquer? Ce sont des priorités d'ingénierie légitimes. Elles nous ont donné des moteurs qui produisent 400 chevaux avec une architecture à tige poussoir qui coûte moins cher à fabriquer qu'une conception à double arbre à cames en tête. Le compromis était que la durabilité devenait une considération secondaire, gérée par des intervalles d'entretien et une couverture de garantie plutôt qu'intégrée dans les marges fondamentales de conception. Quand General Motors ajouta la gestion active du carburant pour grappiller quelques miles par gallon sur un moteur de camion, le système poussa les composants au-delà des marges pour lesquelles l'architecture d'origine avait été conçue, les poussoirs, l'arbre à cames, le système de lubrification. On leur demandait à tous de faire quelque chose que le moteur n'avait jamais été construit pour faire de manière fiable dans le temps, et ils cassèrent. Honda, en revanche, introduisit le VTEC dans des moteurs construits au centre de recherche Honda de Tochigi, au Japon. Des moteurs déjà conçus pour fonctionner à 9000 tours par minute sur des bancs d'essai de course. Le calage variable des soupapes n'était pas un stress sur ces culasses Honda. C'était bien dans l'enveloppe que les ingénieurs avaient déjà pris en compte lorsqu'ils testèrent les prototypes à plein régime pendant des milliers d'heures continues. Et cette différence de marge d'ingénierie se voit dans chaque atelier de réparation et chaque casse automobile à travers l'Amérique. Un Honda Accord avec 200 000 miles au compteur conserve encore une valeur de revente solide parce que les acheteurs savent que le moteur a encore 100 000 miles de vie devant lui. Un Chevrolet Tahoe avec un poussoir défaillant à 50 000 miles attend dans la baie de service d'une concession un moteur que General Motors n'arrive pas à expédier assez vite. Le coût d'entretien annuel moyen d'un véhicule Honda se situe autour de 428 $. La moyenne de l'industrie est de 652 $. Cet écart n'est pas un accident. C'est l'expression financière d'une philosophie de conception qui décida il y a presque 80 ans, dans un atelier bombardé de Hamamatsu, qu'un moteur ne devrait jamais donner à son propriétaire une raison de perdre confiance en lui. Soichiro Honda mourut en 1991 à son domicile de Tokyo. Il vécut assez longtemps pour voir ses moteurs gagner des championnats de Formule 1, passer des tests d'émission qui avaient mis Detroit en échec, et trouver leur place dans des millions d'allées à travers les États-Unis. Il ne vécut pas assez longtemps pour voir un moteur série K franchir le million de miles, mais il n'aurait probablement pas été surpris. Après tout, c'était l'homme qui s'était levé devant une salle de sceptiques en 1971 et leur avait dit qu'il avait déjà résolu un problème que toute l'industrie automobile américaine considérait comme impossible. Et il l'avait fait avec un moteur plus petit, moins de pièces et une meilleure ingénierie. La vraie question que cette histoire laisse derrière elle n'est pas quel moteur est meilleur. Cela dépend de ce que vous lui demandez de faire. La question est, que se passe-t-il quand un ingénieur construit pour la limite par rapport à ce qui se passe quand un ingénieur construit pour la marge? Honda a choisi la marge. Et la marge, il s'avère, c'est là que les moteurs vont pour vivre éternellement. Si vous voulez voir comment une philosophie d'ingénierie différente a façonné un autre chapitre de l'histoire automobile, nous l'avons couvert dans notre dernière vidéo.